Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter pendant 2 heures la méthode lyonnaise de rééducation des scolioses, qui est la seule validée la seule méthode validée pour les scolioses de l'enfant et de l'adolescent en France. Il y a d'autres méthodes en Allemagne, le Schrott. Tout le reste, rééducation posturale globale, Mézières, etc., même yoga et scoliose, tout ça n'est pas validé. Ça fonctionne peut-être, mais ça n'est pas validé. Alors, la méthode lyonnaise a la caractéristique d'être la plus ancienne, puisqu'elle remonte au moins à 200 ans, avec le livre de Charles-Gabriel Pravaz, qui était chirurgien orthopédiste, mais pas que. Il était également élève de l'école polytechnique. À l'époque, ça se faisait souvent de l'association. Et c'est le premier à associer les méthodes mécaniques, ce qu'on appelle la mécanothérapie. Vous avez encore dans certains centres Zander, etc., des machines, des sortes de super kinectech. Donc d'associer la mécanothérapie avec les exercices. Jusqu'à présent, il y a 200 ans, il y avait soit des exercices, soit la mécanothérapie. Alors, il a publié 2 livres, 1827, à peu près 200 ans. L'un sur les méthodes nouvelles de traitement des déviations de la colonne vertébrale, et puis un autre sur les moyens mécaniques. Alors, Lyon, comme vous le savez, a une réputation d'orthopédie qui date bien avant Charles-Gabriel Pravaz, puisque les corsets, au moins pour les corsets, donc ils datent du Moyen-Âge, c'est Ambroise Paré qui les utilisait. En fait, c'était des dérivés des armures pour des chutes de cheval où celui qui est tombé a la chance de ne pas être paraplégique. C'était en gros ça. Mais vous voyez que Nicolas Andry, donc un petit peu plus tard, né à Lyon, est le premier à parler d'orthopédie. Il publie un livre, Introduction à l'orthopédie. On parlait d'orthomorphie, mais c'est lui qui a créé le terme d'orthopédie. Et dans son livre, vous avez cet arbre torse qui est le symbole de quasiment toutes les sociétés d'orthopédie dans le monde entier. L'orthopédie est vraiment née à Lyon. Donc ça associe 2 termes, orthos droit et enfant, païs, la racine d'enfant, c'est-à-dire redresser un enfant, ce qui est tout à fait dans le domaine de la scoliose et de l'orthopédie. Vous voyez dans son livre l'arbre torse. Alors, au XIXe siècle, on a commencé à s'occuper un petit peu plus de tous ces problèmes orthopédiques parce qu'on avait justement plus de moyens. Ça ne s'appelait pas encore kinésithérapeute, la kinésithérapie ça a 75-80 ans, pas plus, mais des infirmiers spécialisés et des centres où on pouvait traiter essentiellement la poliomyélite, quelques maladies dégénératives, mais la cause la plus fréquente, c'était quand même la poliomyélite à cette époque. Alors, dans la méthode lyonnaise, vous voyez cet institut qu'il avait à Sainte-Foy, orthopédique et pneumatique. Pourquoi pneumatique? Parce que c'était des machines à vapeur qui faisaient tourner les kinectech pour la rééducation. Et donc il était en même temps l'inventeur de la seringue, entre parenthèses, et donc la méthode nouvelle pour traiter et la gymnastique appliquée au traitement de quelques maladies constitutionnelles. Donc c'était bien l'association de moyens mécaniques, corsets et autres, à la kinésithérapie. Alors c'est très intéressant parce que vous savez qu'il n'y a pas théoriquement de grand appareillage sans kinésithérapie associée. C'est un aphorisme. Et la méthode lyonnaise est la seule associant le corset lyonnais et la méthode lyonnaise de rééducation, de kinésithérapie. Alors, vous avez ici, je n'insisterai pas aujourd'hui puisqu'on est plus centré sur la kinésithérapie, l'évolution du corset lyonnais, avec les corsets en cuirassier qui se faisaient il y a une centaine d'années. Après la dernière guerre, le corset en cuir et acier, mais réglable. Donc la caractéristique du corset lyonnais, c'est qu'on peut régler le corset, ce qui pour un enfant qui est en période de croissance paraît quand même la moindre des choses. Vous voyez que les évidences ne sont pas toujours ce qui est utilisé en pratique courante. Et puis le cuir a été remplacé par le plastique, c'était du polyméthacrylate,
avec toujours un corset réglable. Et le dernier corset, tout à fait à droite, c'est le corset hard brace, asymétrique, rigide, torsion, brace, corset, en polyamide. C'est un Europlex, c'est un polyamide très très résistant. Le polyéthylène qui est souvent utilisé pour les corsets, c'est 33 newtons par millimètre carré. Le Europlex, c'est 130 newtons par millimètre carré. Donc ça change tous les résultats du traitement. La haute rigidité est quelque chose qui est très utile. Alors, il y a quelques gravures dans ce livre de Pravaz qui nous permet de comprendre un petit peu quelles étaient les techniques de kinésithérapie. Et oui, déjà à cette époque, ils avaient la notion de renforcer les chaînes spirales, qui est la caractéristique de la rééducation de la scoliose, c'est le renforcement des chaînes spirales. Et ils le faisaient avec ces espèces d'échelles torses où l'enfant était forcé de tourner autour de l'échelle. Et vous voyez en bas les moyens mécaniques, c'est-à-dire ces espèces de chariots en bending qui permettaient de corriger la courbure. Mais c'était très, très dynamique puisque l'enfant lui-même, avec une manivelle, tournait, se déplaçait sur des rails. Ils avaient déjà inventé à l'époque ce qu'on a utilisé un petit peu dans les 50 dernières années, la traction vertébrale nocturne. Donc c'était déjà inventé. L'assouplissement bending correcteur, on vient de le voir, vous le voyez d'un petit peu plus près. La courbure étant sans doute une scoliose thoracique droite. Et l'avantage de ce système, c'est que on pouvait conserver la lordose. On verra tout à l'heure l'importance des courbures sagittales. On pouvait conserver la lordose dans le positionnement. Et puis, une autre caractéristique de la méthode lyonnaise, c'est l'association à l'activité sportive. Certaines méthodes excluent l'activité sportive, ne conservent que les exercices. Et dès cette époque, on a toujours conservé l'activité sportive. Et ce qui m'avait frappé la première fois que je suis rentré au centre des Massues, il y a une cinquantaine d'années, c'était la salle de basket. Après la visite médicale, on faisait une partie de basket, même les médecins, on faisait une partie de basket. Cette intégration de l'activité sportive, et on verra que c'est très intéressant. Alors, vous voyez également une gravure, toujours qui est dans ce livre de Pravaz, qui reprend les postures qui se rapprochent plus du Schrott. C'est une posture de Schrott que vous avez là. C'est-à-dire que le Schrott se faisait déjà à Lyon il y a 200 ans. Le Schrott, ça date d'une centaine d'années. Mais pas que. Vous voyez qu'en dessous des pieds, les pieds sont sur un plateau basculant, ce que Pravaz appelait la balançoire orthopédique. Et ça, c'est la caractéristique de ce type de rééducation. C'est le renforcement de la musculature automatique. La musculature qui est le long de la colonne, c'est la musculature automatique. Et par ces mises en déséquilibre, donc c'est tout le système extrapyramidal qui est sollicité. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et vous voyez que donc il y a 200 ans, tout ce qui était le système extrapyramidal, alors maintenant ça s'appelle peut-être plus comme ça, peu importe, était déjà utilisé à Lyon. Alors on va en voir quelques aspects. Vous voyez tout le système de la posture, c'est la base de la posture. Donc là, j'ai repris ce qui est fait à l'Université Lyon 1 dans ce domaine-là, que vous connaissez sûrement par cœur, mais c'est bon de le répéter. Donc, ça part donc, des pieds, les capteurs, il y a les capteurs au niveau des pieds, il y a des tas de capteurs au niveau de toutes les articulations, les tendons et les yeux, bien sûr, les yeux et le vestibule. Alors, vous avez ici ces muscles qui sont les muscles très profonds qu'on n'arrive pas à individualiser. Donc vous en avez ici qui sont interépineux, donc qui gèrent le plan sagittal. Vous en avez qui sont intertransversaires, qui gèrent le plan frontal. Et vous avez, vous voyez, partant d'une épineuse, vous avez des petites fibres obliques qui vont gérer le plan horizontal, mais de chaque épineuse, ça va sur 4-5 vertèbres. Ce qui vous explique le lumbago aigu,
hein, quand vous avez une contracture de ces petits muscles obliques, eh bien, ça va vous bloquer la colonne lombaire parce que toutes les épineuses sont reliées ensemble. Et donc ces chaînes spirales, encore une fois, c'est caractéristique de la scoliose. Alors un petit peu plus superficiel, vous avez le longissimus, ces muscles vont, le longissimus, il va vraiment du sacrum jusqu'à la tête, et puis vous avez l'iliocostal, je crois, qui s'arrête un petit peu au niveau des épaules. Mais il relie les épaules, en fait, à la ceinture pelvienne, et c'est ce qui permet d'avoir la dissociation des ceintures et le travail des chaînes spirales. Voilà, c'est les muscles. Alors, les muscles très profonds sont bourrés de fibres de type 1. Les muscles plus superficiels, alors vous allez avoir le grand dorsal, sont des muscles plutôt de type 2, les muscles volontaires. En gros, vous commandez les muscles volontaires et votre cerveau, tous les systèmes automatiques, commandent la tension le long de la colonne. Et c'est l'association des deux qui fait que ça va fonctionner. S'il y en a un des deux qui est pas bon, eh bien vous allez vous bloquer. Bon, une fois, je me suis bloqué, bon, pas longtemps, mais en prenant mon téléphone, en faisant un mouvement, le téléphone qui sonnait, etc. C'était pas du tout fort, hein, mais mon cerveau n'avait pas suivi, je pensais à autre chose. Donc vous avez le premier système qui est le réticulospinal, qui est le plus important parce que l'effecteur, c'est les muscles au niveau de la colonne. Vous avez, et c'est le soutien, vous avez le vestibulospinal qui est l'adaptation statique. Donc sur ce plateau basculant, ce serait plutôt le vestibulospinal qui va être stimulé, vous voyez, avec tous les canaux semi-circulaires et les effecteurs ici au niveau de la colonne. Et puis, vous en avez un autre qui est celui de l'équilibration, qui est le rubrospinal. Alors celui-là, il va être mis en jeu, par exemple sur votre ballon de Klein-Fogelbach, quand vous déséquilibrez vraiment le patient, il joue sur le redressement. Le rubrospinal joue sur le redressement. Donc, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de mettre en jeu l'ensemble du système extrapyramidal. Alors voilà, pour un petit rappel, hein, les fibres de type 1, c'est donc les muscles très profonds, c'est dans les gouttières le long de la colonne. C'est des fibres aérobies, elles sont plutôt lentes, elles fonctionnent avec les triglycérides, alors que les autres fibres de type 2, ça va être plutôt les muscles superficiels, c'est la musculature volontaire, plutôt anaérobie, etc. Donc ce qui nous intéresse dans la scoliose, contrairement à bien des rééducations de type sportif, qui c'est plus le système pyramidal, réflexe myotatique inversé, etc., le système volontaire. Nous, c'est les muscles profonds, c'est le système automatique. Et quand vous pratiquez l'activité sportive, vous faites votre jogging dans le parc, vous avez 90% d'automatique, hein, d'extrapyramidal, et 10% de volontaire où vous allez gérer la banane qui est sur le sol, quoi. C'est 90% d'automatique. Et ça, c'est les muscles profonds qui sont évidemment les plus proches de la scoliose. Alors, Lyon aussi, Claude Bernard, qui est le nom de notre université, hein, avait été le premier, il avait la première chaire en Europe, je crois, de médecine expérimentale. Hein. Il faisait ce qu'il avait publié, s'occupait également de gymnastique corrective, de scoliose. Scoliose, encore une fois, sans doute un peu polio, hein, il y avait beaucoup de polio à l'époque, avec des résultats qu'on aimerait bien encore avoir aujourd'hui. Et puis, dans cet historique, la première moitié du XXe siècle, c'est le corset plâtré réducteur, avec déjà cette extension, cette translation le long de l'axe vertical. Et vous savez qu'au point de vue biomécanique, c'est la translation le long de l'axe vertical qui vous permet la dérotation. Vous n'avez pas de dérotation si vous n'avez pas de translation. Donc, à Lyon, bien sûr, on a fait les plâtres. Les plâtres ont commencé aux États-Unis. Le plâtre, d'ailleurs, l'invention, c'était utilisé par les Arabes, hein, qui concassaient des coquillages. Ça a été ramené par un médecin anglais, et le premier brevet était l'hôpital de la Charité à Berlin, pour l'histoire des bandes plâtrées. Alors, le corset de Chance ou de Milwaukee, donc le corset de Milwaukee est très connu dans la scoliose. C'est un corset à collier, mais on utilisait déjà le corset à collier bien avant en Europe. Donc, ce sont que des évolutions continues. Vous avez ici Schmidt et Blount qui sont les inventeurs du corset de Milwaukee.
Le corset lyonnais, donc vous avez ici Staniara, mesurant une gibbosité. Donc il date d'après la dernière guerre, plus ou moins 45-46. Le cuirassier et puis l'utilisation après de ce polyméthacrylate, tout à fait par hasard, fortuitement, l'appareilleur qui réalisait les corsets à l'époque. Il y avait un Messerschmitt qui était tombé après la guerre près de sa propriété, et le cockpit des Messerschmitt était en plastique. Alors il a démonté ça pour voir, parce que le problème, il fallait tarauder dans le plastique pour pas avoir de contre-vis de l'autre côté, du côté du corps. Et il y avait marqué Röhm, Germany. Il a téléphoné à Röhm et on lui a dit: mais vous en voulez combien de plaques, combien de tonnes? Il a dit une plaque. Et c'est comme ça qu'on a commencé à utiliser le polyméthacrylate, donc qui apportait la haute rigidité, caractéristique du corset lyonnais, et le fait que c'était un corset réglable. Si vous ne pouvez pas mettre dedans. Alors après, il y a eu énormément de corsets, des variantes. La variante la plus intéressante, disons, est celle de Chenot. L'idée était d'éviter le plâtre qui devait précéder la réalisation du corset en plastique, avec des retouches sur des positifs plâtrés, parce que la technologie à cette époque ne permettait pas de reconstituer une asymétrie adaptée à chaque enfant. C'est donc ce qui a permis d'utiliser des corsets sans plâtre préalable. Donc le centre des massues date de 1960. J'ai été le dernier assistant de Staniara, et c'était la continuation de cette méthode lyonnaise, de ce traitement lyonnais. Puis après, ça s'est diversifié parce qu'actuellement, il n'y a pratiquement plus d'hospitalisation pour la mise en place des corsets. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, donc des paniers de basket un petit peu partout, aussi bien pour les enfants que pour les médecins. Alors, le plâtre, donc on ne pouvait pas réduire directement à partir du positif, on faisait un moulage, donc on faisait la réduction avant, et après on faisait le moulage une fois que la scoliose avait été réduite. Actuellement, depuis 7 ans à peu près, on utilise des procédés de transformation numérique, c'est-à-dire c'est l'ordinateur qui va nous permettre, à partir de 3 scanners, de reconstituer une asymétrie correspondant à ce que l'on souhaite pour l'enfant, pour la scoliose. Donc les bases anatomiques de la déformation plastique, ce sont les ligaments. Alors c'est pas grave, vous avez le ligament longitudinal antérieur, ce qui fait partie de cette deep front line, qui est un ligament très très puissant. En avant des corps vertébraux, c'est vraiment très puissant. Alors vous me direz, dans la scoliose, ça ne nous pose pas trop de problème, ça nous en pose beaucoup plus dans les kyphoses, c'est vrai. Vous avez le ligament longitudinal postérieur, donc qui va être dans le canal, la partie postérieure du corps vertébral, qui va être dans le canal, et qui va jusqu'au sacrum. Et puis vous avez des ligaments, vous avez des tas de ligaments interépineux, un ligament qui est sur la partie postérieure de l'épineuse. Vous avez des ligaments aussi intertransversaires, les voilà, ligaments intertransversaires. Alors ces ligaments sont bien sûr extrêmement puissants, et c'est à l'occasion de la verticalité, lorsque les primates se sont redressés, que les muscles des quadrupèdes se sont transformés en ligaments. Et ces ligaments, bien sûr, vont se déformer progressivement dans les scolioses et vont s'opposer à la réduction pour les courbures les plus importantes, vont s'opposer à la réduction. Vous avez également les fascias, le muscle c'est mou, ce qui compte c'est les fascias, vous le savez. Et le plus important, c'est le fascia thoracolombaire, qui s'articule en bas sur le fascia lombosacré et qui va remonter jusqu'au niveau des épaules. Et en avant, on va partir en avant
au niveau des muscles abdominaux, droit antérieur, etc. Donc c'est vraiment une partie hyper résistante. Et si vous avez des travaux pratiques en anatomie, je ne sais pas, mais avec le fascia du grand dorsal, par exemple, vous pouvez soulever le cadavre sur votre table, quoi. C'est hyper résistant. Alors ce qui vous explique que pour modifier, vous voyez les chaînes spirales qui sont schématisées ici, pour modifier les tensions au niveau de la colonne, vous êtes obligé d'utiliser le plâtre, tout simplement ce qu'on appelle le fluage, creep en anglais. Le fluage, vous pouvez étirer un ligament et modifier histologiquement la composition de ce ligament, l'étirer, soit en augmentant la charge, mais avec un enfant, on ne peut pas tirer énormément, soit en maintenant cette charge dans le temps. Vous voyez le schéma en bas à droite. Si vous maintenez dans le temps, un mois, pour une entorse, c'est 3 semaines. Vous immobilisez pendant 3 semaines pour que le ligament reprenne sa longueur. C'est un peu le même principe. Vous allez maintenir la tension correctrice pendant plus de 4 semaines, minimum 4 semaines. Ça peut aller jusqu'à 4 mois pour les courbures les plus importantes, ce qui va vous permettre de réajuster la longueur de ces fascias. Alors actuellement, on ne fait plus beaucoup de plâtre. Alors avec un corset, les corsets notamment que vous avez vus en polyamide, l'Europlex, vous faites un total time. L'enfant maintient son corset en permanence, 24 heures sur 24, comme s'il avait un plâtre. Simplement, il peut l'enlever 10 minutes pour la douche, ce qui est toujours un avantage. Mais vous aurez exactement le même effet, 10 minutes pour la douche, ça ne compte pas, que le plâtre que l'on faisait avant. Si vous mettez un corset sans faire cet ajustement des tensions, ce qu'on appelle l'intégrité tensionnelle, tensegrity, eh bien, vous êtes au niveau de l'élasticité, c'est-à-dire sous votre corset, la radio ne sera pas mauvaise, et puis dès que le corset est retiré, ne serait-ce qu'une heure, vous retournez exactement comme avant. C'est ce qu'on appelle le total time ou la déformation plastique, qui est une caractéristique de la méthode lyonnaise. Alors autrefois, c'était utilisé un petit peu partout, actuellement beaucoup moins, du fait des progrès de la chirurgie. Dans certains pays, on opère les scolioses à 35-40 degrés. Et puis, on met des corsets qui ne sont pas hyper efficaces. Et si la scoliose reste stable, très bien. Si elle s'aggrave, c'est la solution chirurgicale. Mais c'est un peu dommage. Donc, pour que ça fonctionne, cette déformation plastique, il vous faut 2 choses. D'une part, une hyper-correction de la courbure, parce que imaginez votre corde de l'arc, si vous ne corrigez pas la corde de l'arc, vous n'allez pas l'étirer. Donc il faut un corset hypercorrecteur, donc un corset asymétrique, ça c'est sûr, et puis il faut le temps plein, le total time que l'on vient d'évoquer. Alors, les écoles de kinésithérapie, physiothérapie, scoliosiste physiothérapie spécifique exercice, les méthodes spécifiques. Donc, il y en a à peu près 7 qui ont été utilisées, donc 2-3 qui sont des évolutions de méthodes connues. Et vous avez la physiothérapie générale, c'est-à-dire le yoga, le pilate, le tai chi, qui sont pas mauvais, mais je ne suis pas sûr. Aux États-Unis, on m'a demandé pilate et scoliose. Donc on a fait les modifications nécessaires pour le pilate et l'adapter à la scoliose. En France, on ne m'a rien demandé. Donc je ne sais pas si c'est fait ou pas. Donc on ne peut pas quand même recommander aux patients ce type de traitement. Ça ne fait pas de mal. La plupart des exercices sont bons, mais il y a quand même quelques adaptations liées à la scoliose. Donc des exercices adaptés à chaque courbure, spécifiques pour chaque courbure, parce que les courbures thoraciques, ce n'est pas la courbure thoraco-lombaire, ce n'est pas la courbure lombaire. Souvent, c'est enseigné aux patients dans un centre dédié au traitement de la scoliose, ça c'était autrefois un peu. Actuellement, c'est en ambulatoire, il y a de moins en moins de centres. Les patients apprennent donc un protocole personnalisé et les évaluations médicales caractéristiques. Donc ça, c'est le suivi habituel de la scoliose. Donc la méthode lyonnaise, donc vous allez voir un ensemble d'étapes, de principes, avec des clés pour adapter après. Il y a des adaptations individuelles.
Mais on peut travailler en groupe, ça ne pose pas de problème énorme. Donc actuellement, il y a des publications qui ont mis en évidence, qui ont confirmé l'évidence statistique pour ces méthodes. En ce qui concerne, vous les avez là, le Schrott, le Fitts, le Sideshift anglais, Barcelone c'est le Schrott, et le CEAS en Italie c'est un peu la méthode lyonnaise, c'est des dérivés de la méthode lyonnaise. Vous avez un article qui reprend les 7 méthodes, et donc malheureusement c'est moi qui représente la méthode lyonnaise. Il vaudrait mieux que ce soit un kinésithérapeute, mais à l'époque les kinésithérapeutes qui s'occupaient de la méthode lyonnaise ne parlaient pas anglais, ce qui pose un problème au niveau international, et ce qui fait que la méthode lyonnaise n'est pas du tout connue. Alors, on m'a demandé de faire un training à New York, je vais le faire au mois de mars, parce que c'est vraiment une bonne méthode, je pense, même à mon avis meilleure que le Schrott. Mais dans la mesure où il n'y avait pas un kinésithérapeute apte à parler anglais et à le présenter au niveau international, elle n'est pas connue, quoi. Alors, les buts de la kinésithérapie spécifique, bon, ça vous connaissez, diminuer ou stopper la progression, améliorer la douleur quand la scoliose est douloureuse, mais c'est surtout chez l'adulte, améliorer l'esthétique, modelage des gibbosités, améliorer la fonction. Bon, il n'y a pas de gros retentissement pour les courbures en dessous de 70 degrés, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros retentissement, un petit peu quand même pour la respiration, pour les exercices un peu intenses. Compenser les défauts de mobilité, donc vous avez des zones de rigidité avec la scoliose à l'apex de la scoliose et des zones d'hypermobilité au-dessus en dessous. Compenser les déficits musculaires ou les asymétries musculaires. Améliorer le contrôle neuromoteur, c'est surtout ça. Méthode lyonnaise, comme on a vu, c'est le contrôle neuromoteur, c'est le système extrapyramidal. Et pour les très grosses courbures, compenser les déficits respiratoires. Alors, le dernier livre, il y a eu un livre qui a été écrit tous les 50 ans à peu près sur la méthode lyonnaise. Celui qui était avant celui-là, c'était Charrière et Roy. Il y en a eu un à peu près tous les 50 ans. Et on attend que l'un d'entre vous qui s'intéresse à cette méthode lyonnaise et qui remette à jour. Alors, il y avait 12 exercices de base. On avait individualisé à l'époque, avec Georges Molon, 12 exercices de base. La prise de conscience, la symphotisation en cas de dos plat, la moitié des scolioses sont associées à un dos plat, des mobilisations passives, étirements, mobilisation respiratoire, tout ça, c'est les petites articulations qui sont bourrées le long de la colonne, qui sont bourrées de récepteurs, et donc il faut essayer de les stimuler parce qu'ils ont des informations qui ont été faussées par la déviation de la colonne. L'ouverture de l'angle lombaire qui est caractéristique également de la méthode lyonnaise. Les mobilisations actives, là vous avez un exemple sous plâtre, les corrections lombaires, je vous expliquerai les mouvements couplés, le principe, le grand porté qui est un exercice. On m'avait demandé pour l'article international quel était de représenter la méthode lyonnaise par un exercice, et j'ai choisi le grand porté parce que c'est l'exercice où l'enfant marche sur la pointe des pieds avec un petit sac de sable sur la tête devant un miroir. Donc ça met en jeu la plupart des circuits automatiques. Et puis les exercices proprioceptifs, donc là vous avez le ballon de Klein-Fogelbach, vous pouvez induire des déséquilibres plus importants et qui vont mettre en jeu le système rubrospinal. C'est le rubrospinal, c'est le redressement. On va y revenir plus en détail. Voilà. Alors la validation, donc ça a été fait à peu près en même temps par Ducongé et Claude-Régis Michel, donc ça c'était à Livet. Et puis au Massu, avec Jean-Claude Rodeau, c'était surtout lui qui l'avait utilisé. Et avec mes patients, c'était très simple. On prenait les scolioses en dessous de 25 degrés. Celles qui avaient déjà commencé la kinésithérapie prescrite par le médecin traitant, on a continué la kinésithérapie, ça faisait un groupe. Et puis ceux qui n'avaient pas eu de prescription de kinésithérapie, on les a simplement tenus sous contrôle sans en prescrire. Je n'ai pas rajouté de prescription. Donc on pouvait voir l'évolution de deux groupes où c'est pas vraiment aléatoire, mais c'était quand même le médecin traitant qui avait ou pas prescrit de la kiné, donc c'est une forme quand même
de randomisation. Et puis, donc les publications ont été faites et les statistiques qui ont été faites au Centre d'Hémation ont été validées par Madame Duval-Beaupère à l'époque. Donc c'est en fait la seule méthode qui soit validée et certifiée. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Le groupe avec kiné, donc l'évolutivité par an est moindre de 1,5 degré, ce qui est significatif entre le groupe sans kiné, qui va évoluer beaucoup plus, mais c'est sur 10 degrés à peu près, le groupe sans kiné a évolué de 10 degrés par an. L'autre, moins. Mais alors, pour schématiser ça, on utilise un système qui est un système chaotique, c'est-à-dire qu'avant 20-25 degrés, mettons 20 degrés, vous ne pouvez pas prévoir l'évolution. Vous savez qu'il y a 10% statistiquement qui vont évoluer, il y en a 90% qui restent stables, et jusqu'à présent, on n'a aucun moyen de prédire l'évolution de ces scolioses. Même si on a développé avec les techniques un peu modernes de radiologie des indices d'évolutivité, en fait, ça n'est pas encore validé, et pour moi, c'est un système chaotique. C'est-à-dire, la kiné va vous permettre de limiter les dégâts liés au tremblement de terre, mais n'empêchera, c'est une sorte de construction antisismique, mais n'empêchera pas le tremblement de terre. Quand la scoliose doit évoluer, vous ne pouvez pas maîtriser. Il y a beaucoup de systèmes chaotiques en médecine, et la scoliose de moins de 25 degrés est un système chaotique. Plus de 25 degrés, vous rentrez dans un cercle vicieux, et là, ça devient une évolution linéaire. Et une évolution linéaire, d'ailleurs, qui a la caractéristique d'être identique à l'époque, je vous parlais tout à l'heure des poliomyélites, et bien l'évolution des poliomyélites est exactement identique à l'évolution de la scoliose idiopathique. C'est-à-dire, quelle que soit l'étiologie, une fois que vous êtes rentré dans un cercle vicieux, eh bien, l'évolution va continuer. Alors, les principes de la méthode lyonnaise, pas de matériel complexe, tout simplement parce que l'enfant doit pouvoir répéter les exercices à la maison, sachant que quand vous commencez à lui apprendre l'exercice, eh bien, c'est uniquement de la motricité volontaire. Et ça n'est que par la répétition quotidienne que le volontaire va devenir automatique. C'est l'entraînement du sport, et puis après, ça devient automatique. Donc, vous passez d'un système volontaire à un système automatique. Pas de contre-indication sportive, donc vous avez compris l'intérêt du sport. Les exercices sont symétriques. Alors, le Schrott est quand même, les postures correctrices sont très asymétriques. Vous avez des corsets, corset de Charleston, corset de Providence aux États-Unis, qui sont des corsets très asymétriques. Ça nous a toujours paru un petit peu risqué pour ce système justement automatique, vertical, de créer une asymétrie, même si elle va en sens inverse de la scoliose. Même en France, il y a les corsets hypercorrecteurs nocturnes, à Caen notamment, qui se font, mais les résultats ne sont pas bons et ça n'est pas logique au point de vue physiologique. Que vous créez une asymétrie au niveau du thorax, au niveau de la courbure, oui, mais la tête doit rester dans l'axe, sur la ligne de gravité. Et quand on fait des corsets très asymétriques, eh bien on maintient toujours la tête sur la ligne de gravité. Pas de chapelle ou d'exercice miracle, choisir le meilleur geste technique pour chaque enfant. C'est-à-dire vous avez des grands principes, et puis à partir de là, vous pouvez faire des variantes et l'adapter à chaque enfant. Et chaque séquence thérapeutique, les exercices sont répétés tous les jours, donc ça, on l'a dit. Et on traite un enfant et pas une radiographie, ça aussi, c'est important. Il faut vraiment s'accrocher à l'enfant plus qu'à une radiographie. Alors, deux phases dans cette évolution scoliotique, si on peut dire. La scoliose, donc chaotique, inférieure à 20 degrés, et la scoliose linéaire, supérieure à 20-25 degrés. Peu importe, au niveau officiel, en France, la Haute Autorité de Santé a donné le chiffre même de 30 degrés. Pour prendre en charge un corset, je crois que c'est même 30 degrés. Mais 20-25 degrés, pour celui qui a un peu l'habitude de la scoliose, vous rentrez dans le cercle vicieux, vous pouvez commencer. Donc, c'est une affection pour ce qui est de la scoliose idiopathique très fréquente. C'est 3%, 2,5-3% des scolioses de l'adolescent. 50-50 pour ce qui est de la scoliose chaotique. Et par contre,
pour les scolioses qui vont évoluer et dépasser les 20 degrés, eh bien, c'est 80% de filles et 20% de garçons. Et ce que je vous disais, entre 10 et 20 degrés, seulement 10% vont évoluer, et essentiellement des filles. Il faut être un peu plus méfiant. Donc, la scoliose chaotique, c'est une vraie scoliose, hein, donc il y a des déformations 3D, avec les caractéristiques d'un système chaotique. Hein. Donc, les systèmes chaotiques sont très sensibles aux conditions initiales. Mélange topographique, bon, il y a d'autres caractéristiques du système chaotique, je ne sais pas si on détaille. Alors, les périodes, donc il y a avant le plâtre ou le corset à haute rigidité, il y a pendant la période du temps complet, donc là, la kinésithérapeute automatiquement se fait avec le corset. Et puis, lorsque l'on est en part-time avec le corset, cette kinésithérapie se fait sans corset. Les positions, donc c'est au cours de la séance, vous pouvez commencer par allonger, faire un massage infrarouge, mobiliser un petit peu les articulaires, puis après vous pouvez faire assis, debout, et enfin vous stimulez l'équilibre debout sur plateau instable. Les étapes, 5 étapes, la lordose lombaire et la syphose thoracique, ça c'est la correction 3D, c'est les mouvements couplés. Le bending latéral correcteur, il se fait toujours sur une exagération, c'est les lois de Harrison-Freyet, hein, vous connaissez bien ça. Si vous faites un bending correcteur sur une colonne qui est droite, qui n'est pas spécialement syphosée, vous risquez d'accentuer la rotation de la scoliose. Si vous faites sur une colonne qui est en syphose, eh bien, vous allez au contraire corriger la rotation de la scoliose. Donc les mouvements couplés et qui vont donner automatiquement la détorsion, le maintien de la position corrigée et le renforcement, ce qu'on appelle les core exercises, les exercices du noyau de la résistance. Donc, vous voyez que l'empirisme de ce qui se faisait il y a 200 ans est repris encore actuellement ici sur un ballon de Klein-Fogelbach. Hein. Vous avez un positionnement un peu en lordose, avec, en syphose c'est un peu plus difficile, mais au moins un peu en lordose et en correction dans le plan frontal, un peu comme sur ces systèmes. Alors, l'évaluation d'une scoliose, donc, c'est ce qui va nous servir un peu de guide pour cette rééducation. Donc, le bilan avec le fil à plomb, l'équilibre du bassin, bon, ça je pense que vous connaissez, la mesure de la gibbosité au fil à plomb ou plutôt au torsiomètre actuellement. La norme internationale, c'est le torsiomètre. L'évaluation des ischio-jambiers, des rotations de hanches. Ça peut être intéressant pour l'iliopsoas, qui est rotateur externe. Donc, vous pouvez avoir des asymétries rotationnelles de hanches qui peuvent vous orienter vers un assouplissement du psoas. Donc, voilà, ça on l'a vu. Et puis, quand même très intéressant, les techniques de radiologie. Donc, ce sera la dernière heure de cet après-midi où on étudiera un petit peu plus les techniques de radiologie avec un gros problème dans la scoliose. C'est qu'on augmente quand même beaucoup la fréquence des cancers du sein, de la thyroïde, du fait des radios répétées. Et c'est pour ça qu'il y a une dizaine d'années, un petit peu plus, 15 ans, Jean Dubousset et Charpak ont trouvé un système qui permet, un peu comme un scanner, qui permet de réduire l'irradiation. Ça s'appelle EOS et c'est actuellement la norme pour les scolioses. Dès qu'on sait qu'on va avoir besoin de radiographies successives de la colonne, il faut absolument faire les radiographies sous EOS. Alors des machines maintenant on en a un peu partout, donc c'est beaucoup plus facile. L'une des premières, c'était à la clinique du Parc, parce que j'étais le médecin qui, en France, suivait le plus de scoliose. Et donc, ils ont commencé par moi, parce qu'ils avaient l'agrément que pour les contrôles de scoliose, pas pour un premier examen.
Alors c'est très intéressant parce que ça permet de véritablement d'évaluer les rotations. Hein. Vous voyez, c'est cet histogramme avec les barres horizontales pour chaque vertèbre qui vous donne la rotation. Puis vous avez la vue par-dessus, ce qu'on appelle la Da Vinci View, où vous voyez également, ça vous donne une idée du compactage de la scoliose. Alors, la première étape, si on peut dire, c'est cette prise de conscience des défauts. Disons que l'enfant voit le dos des autres, mais ne voit pas son dos. Donc, il faut lui expliquer ce que c'est qu'une lordose, ce que c'est qu'une syphose, que la colonne est un peu déviée, etc. Alors, ça peut se faire soit en vidéo, ça peut se faire au double miroir orthopédique. Il faut toujours avoir beaucoup de miroirs. Si vous vous occupez de scoliose, il faut avoir beaucoup de miroirs dans votre salle, parce que c'est le quatrième système extrapyramidal. On a vu le réticulospinal, le vestibulospinal, le rubrospinal. Le dernier est le tectospinal. Tectospinal, c'est celui qui gère les yeux, le rachis cervical et les bras. Et le fait par exemple, de faire marcher, si vous avez le grand porté devant un miroir, eh bien vous faites fonctionner le système tectospinal. Le dernier système extra-pyramidal. Ah ben voilà, le tectospinal. Donc vous enregistrez, c'est les yeux, donc c'est le miroir. Ça va passer par les centres d'intégration au niveau du cervelet, un peu de la base dans la substance blanche. Et ça va commander les membres inférieurs, mais également tous les muscles de la colonne, le faisceau tectospinal. Donc les canaux semi-circulaires, vous avez l'horizontal, le vertical. Donc ça vous donne l'amplitude du mouvement, la vitesse. Et donc c'est le redressement, voilà, c'est le dernier. Quand vous vous redressez comme ça, vous partez de la position de décubitus pour vous relever, c'est le système tectospinal. Et c'est pourquoi dans les scolioses, plutôt les scolioses de l'adulte, il y a beaucoup de cervicalgie dans les scolioses. Automatiquement, la colonne est un peu plus droite dans le plan sagittal qui est le plan de fonction, et à vous concentrer les contraintes au niveau cervical. Moi, j'aime bien conseiller aux patients le baby-foot parce que ça fait travailler, c'est le système automatique qui fait travailler les muscles du rachis cervical. Alors, ces courbures sagittales, elles n'existent pas, bien sûr, chez le quadrupède. Elles sont apparues progressivement et l'enfant va reproduire, au fur et à mesure qu'il va se verticaliser, s'asseoir, marcher, il va reproduire ces courbures. Et vers 10 ans, en général, la lordose va être définitive. On a vu tout à l'heure ce grand fascia thoracolombaire, fascia lombo-sacré, et vous avez l'alignement, c'est passé vite, tragus, acromion, trochanter, malléole, de l'harmonie, disons, du rachis dans le plan sagittal. C'est pour ça que très souvent on utilise un petit coussin dans le positionnement. Donc là, c'est peut-être pas l'idéal parce elle est assez cambrée, l'enfant. Donc il a mis le coussin comme ça. Kinésithérapeute a mis le coussin comme ça. Donc ça syphose bien la région thoracique. Et comme elle était un peu en hyperlordose, ça ne gêne pas. Sinon, on le met vraiment transversal, quoi. Donc il faut toujours positionner les articulaires un peu en syphose. Vous avez différentes façons de positionner l'enfant. Donc au moins quand il est sur la table d'examen. Voilà. Et ce positionnement en syphose va automatiquement activer tous les capteurs qui sont au niveau des capsules, sachant que, bien sûr, tous les capteurs du système postural, qu'ils soient dans le muscle, dans les tendons, sont sensibles à l'étirement. Ils sont sensibles qu'à l'étirement. C'est des capteurs sensibles uniquement à l'étirement. Donc, le positionnant comme ça, vous allez mettre en jeu et vous voyez qu'on va mobiliser les petites articulaires. Je pense que ça va venir après. Voilà, les capteurs articulaires. Donc, vous en avez dans les muscles, mais ça, vous le savez, hein, c'est le réflexe myotatique, etc. Dans les structures fibreuses. Au niveau articulaire, c'est les Pacini et Ruffini, là.
donc qui vous informe du mouvement de la capsule articulaire. Et une fois que ce mouvement a été enregistré, c'est la position, c'est-à-dire vous êtes dans une autre position et il y a d'autres petits capteurs qui vont envoyer des informations de positionnement. Vous voyez les différences entre les deux capteurs lors du mouvement et en fin de mouvement avec le nouveau positionnement. Alors, ce système a été développé de poutres, c'est l'instabilité qui stabilise, on peut dire comme ça. Ça a été développé à Palerme, au centre lyonnais de Palerme, où je travaille. Et vous voyez qu'on a vraiment joué le maximum, hein, c'est-à-dire l'étirement avec les élastiques pour mettre en jeu les capteurs. Et puis, on crée un déséquilibre qui est assez important, donc il va faire jouer le système rubrospinal. Et sur ces systèmes de poutres, donc vous pouvez également faire les postures à 90 degrés, caractéristiques, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Et c'est très pratique pour stimuler la majorité des capteurs. Alors pourquoi ça? Parce que dans le corset lyonnais, vous avez vu qu'on a une barre métallique au niveau des épineuses, des corps vertébraux en arrière, et donc il n'y a plus de contact cutané. Et j'avais demandé à mon kiné à Palerme de trouver un système pour entretenir la perception, les sensibilités, stimuler tous ces capteurs. C'est pour ça qu'on a utilisé cette poutre en déséquilibre. Alors, les mobilisations passives, donc vous positionnez le plan sagittal, hein, toujours en général en syphose thoracique et en lordose lombaire. 2, vous allez faire le bending correcteur. Alors, au niveau thoracique, c'est un bending. Donc, vous voyez que là, le kinésithérapeute, également avec ses doigts, il essaye de stimuler toutes les petites articulaires postérieures. Alors, par le contrôle respiratoire également, vous pouvez... voilà. Donc, il fait une dérotation. Alors, théoriquement, la dérotation serait facilitée par une traction cervicale, par un peu une élongation. Voilà, les petites articulations costo-vertébrales, donc vous avez compris pourquoi, hein, c'est tous les capteurs articulaires qui sont dans les corps vertébraux doivent être stimulés un tout petit peu, sinon vous n'allez pas entretenir le système extrapyramidal. Voilà. Une autre... alors ça c'est plus le grand dentelé, je ne sais plus pourquoi exactement, mobilisation thoracique active dans le sens de la correction de la scoliose. En général, c'est presque toujours du hold relax. Hein. On utilise le hold relax plutôt que le contract relax. Voilà. Et ça, c'est l'anglio-lombaire. Alors, c'est une caractéristique importante de la méthode lyonnaise. Pour reprendre les choses, donc dans l'évolution des vertébrés, vous avez le singe rhésus à droite, là en haut. C'est le singe rhésus. Vous voyez qu'il est encore en syphose complète de la colonne vertébrale. Mais à partir du singe rhésus, les muscles ilio-lombaires ou transverso-iliaques, on peut les appeler comme ça aussi, vont se transformer en ligaments. Et ce sont ces ligaments qui vont être asymétriques avec un tilt de L4, hein, que vous voyez ici, L4 est incliné. Alors, ça pose un problème parce que soit vous regardez que la courbure lombaire, et à ce moment-là, si vous corrigez la scoliose lombaire, eh bien, vous allez encore aller dans le sens d'une asymétrie plus importante. Si vous essayez d'étirer le ligament ilio-lombaire, eh bien, de jouer sur cette affaire, vous ne pouvez pas jouer par un bending. Vous êtes obligé de translater, de repousser la colonne lombaire sur la ligne médiane. Que ce soit par kiné ou par corset, hein, c'est exactement pareil. Donc, pour schématiser un petit peu les choses,
vous voyez ce bulldozer qui va pousser à l'aide d'un plateau iliaque sur le corset, hein, ça va pousser la colonne lombaire sur la ligne médiane. Et de l'autre côté, vous n'avez pas d'expansion dans la concavité, vous avez un véritable mur, ce qui permet un effet qu'on appelle push-up, c'est-à-dire que la translation dans le plan frontal va redresser l'ensemble de la colonne. Alors vous avez des corsets qui sont basés, des corsets courts, qui sont basés uniquement là-dessus, et vous voyez qu'il y a une bonne dérotation. L'épineuse ici est projetée vers la concavité, alors que la radio de droite, l'épineuse, est au milieu du corps vertébral. Alors qu'on ne cherche pas à faire de dérotation, on travaille uniquement dans le plan frontal et dans le plan sagittal. Mais ces corsets qu'on appelle GTB, avec ce plateau iliaque, alors le polyéthylène ne permet pas d'avoir 90 degrés, mais l'idée est là. Et le kinésithérapeute, donc ici Jean-François Muller, va positionner, il essaye d'abaisser le bassin. Il abaisse le bassin du côté de la convexité, hein, c'est une scoliose lombaire gauche. Il abaisse le bassin du côté de la convexité et il va étirer avec le thorax, il va repousser. Voilà, il va véritablement ouvrir l'angle lombaire. Et à mon avis, il serait encore meilleur avec un petit coussin sous le flanc à gauche. Donc, vous voyez, c'est vraiment des exercices on travaille sur les ligaments plus que sur la colonne vertébrale en elle-même. Même principe ici, on est toujours dans une courbure lombaire gauche. Donc, avec le membre inférieur du côté convexe, donc on va essayer d'abaisser la crête iliaque. Il fait une translation, un shift de la convexité vers la concavité, de la gauche vers la droite. Et il va maintenir la position, le classique du hold relax, 6 secondes, etc. C'est ce qui va permettre petit à petit d'assouplir le ligament. Alors, bien sûr, l'utilisation du corset est géniale parce que tout le travail du kinésithérapeute, après, est pérennisé avec le corset qui reprend exactement les mêmes principes de correction. En fait, la méthode lyonnaise, le corset reprend exactement les corrections que l'on fait en kinésithérapie. Alors vous avez le psoas iliaque aussi qui est important. Il faut renforcer celui de la concavité, donc associer cette rééquilibration de la colonne lombaire. Il est rotateur externe, hein, le psoas iliaque est rotateur externe. Et c'est pour ça que vous pouvez ou pas d'ailleurs retrouver une asymétrie de hanche, comme je vous disais tout à l'heure. C'est variable. Alors vous avez ici les faisceaux donc, qui s'insèrent sur les transverses, et c'est ceux-là évidemment qui, en renforçant, vont permettre de tirer la concavité. Souvent ils sont un peu distendus du côté de la concavité, donc il faut les renforcer. Sachant que celui de la convexité est toujours, à la convexité, les muscles sont toujours un peu plus forts au niveau de la convexité. Donc vous n'êtes pas obligé de les renforcer. Vous allez travailler plutôt en remusclant les concavités pour rééquilibrer l'ensemble. Puis vous avez toujours le réflexe myotatique inversé, etc., qui va jouer. Voilà, donc un exercice, là c'est l'enfant elle-même qui va le faire. Donc là, elle translate sa colonne lombaire et elle fait un hold relax au niveau du psoas concave, hein, puisque c'est une courbure lombaire gauche. Donc voilà. Alors les exercices, je pars du principe que vous les connaissez au bout de 4 ans. Vous devez connaître les exercices. Mon rôle aujourd'hui, c'est de vous donner la mayonnaise. Hein. Vous connaissez l'huile, le vinaigre, la moutarde, mais ce qu'il vous faut, c'est la mayonnaise. Hein. L'objectif, c'est de savoir comment utiliser les exercices qu'on vous a appris. Et puis, j'insiste beaucoup, mais bien penser à la physiologie, quand vous faites l'exercice, à ce que vous faites au niveau physiologique. Voilà. Alors vous avez aussi le carré des lombes, hein, pareil, il faudra renforcer le carré des lombes concave.
Donc il s'insère sur la crête iliaque et sur les transverses. Donc ce sont les deux muscles que vous allez renforcer au niveau concave. Vous voyez ce déséquilibre que vous avez. Donc vous allez essayer tout en recentrant la colonne lombaire au niveau de la ligne médiane. Donc ça c'est bon. Alors voilà l'exercice du carré des lombes. Donc on est plus dans un plan frontal. Voilà, et un petit peu de hold relax. Et chaque fois vous allez gagner un tout petit peu au cours de la séance. Vous pouvez l'étirer un tout petit peu plus. Voilà. Alors la correction par bloc, qui est la caractéristique du Schrott, est également utilisée dans la méthode lyonnaise, et c'est ce qui vous permet de passer du 2D au 3D, les mouvements couplés, sachant que en kinésithérapie vous pouvez également faire des mouvements de dérotation, mais c'est pas les plus importants. Donc tout ça est bien décrit par Panjabi, mais surtout ça avait été décrit donc par Harrison Fried, qui devait être un chiropracteur, hein, je pense. Donc quand vous êtes en position neutre, vous allez accentuer la rotation, et il faudra que vous soyez en position non neutre, c'est-à-dire syphose thoracique et lordose lombaire, pour aller en sens inverse de la scoliose, pour faire une dérotation. D'où l'importance de la lordose lombaire et de la syphose thoracique. C'est pour permettre la dérotation. C'est la loi des mouvements couplés. Et je vais vous le prouver sur le corset. Donc, vous avez ici une scoliose thoraco-lombaire droite, et vous voyez les pôles, les bâtons caractéristiques du Schrott aussi, mais notre premier scanner est toujours fait en auto-élongation maximale. Hein. L'enfant prend appui sur ses bâtons et va se redresser au maximum. Et là, vous voyez que les ceintures pelviennes et scapulaires sont dans l'axe. Le deuxième scanner est fait en lordose lombaire et en shift, donc on translate la région lombaire de la convexité vers la concavité. Et donc là, vous voyez que automatiquement, vous avez une détorsion, hein, c'est-à-dire que la courbure thoraco-lombaire se détord, ceinture scapulaire, par rapport à la ceinture pelvienne. Et lors du troisième scanner, donc vous avez le mouvement de Schrott là à gauche, en bas, et nous, en fait, on utilise avec la main sur la tête, mais c'est à peu près pareil pour des raisons techniques. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'on syphose, on fait une syphotisation et une correction dans le plan frontal, un bending dans le plan frontal, et vous avez la détorsion entre la ceinture pelvienne et la ceinture scapulaire qui est au maximum dans cette troisième posture. Alors là, vous avez... donc elle avait près de 40 degrés, avec une indication quasi chirurgicale. Vous voyez la déformation du thorax. Sous corset, on est à 0, hein, elle est toute corrigée. Et vous voyez que sa syphose s'est un peu améliorée. On est passé de 25 à 35 degrés. Mais surtout, vous avez la vue par-dessus avec ce compactage sur la ligne médiane. C'est l'enfant avec les corsets. Vous voyez, la barre est quand même bien incurvée en lordose et en syphose. Hein. On suit ce que l'enfant est capable de corriger. Et 2 ans après l'ablation du corset, eh bien, on est à 13 degrés, réduite à 13 degrés. Donc vous voyez tout l'intérêt de cet enfant qui a évité la chirurgie, hein, de faire le temps plein au départ. Je crois qu'elle a eu 4 mois de temps plein, de total time au départ, avec sa gibbosité, 35 mm initiale. Et donc, vous voyez la torsion. Avant, à gauche, vous avez avant, bien sûr, le corset. Tout part du côté gauche, hein, c'était une scoliose thoracique gauche, tant que je me souvienne. Oui, c'est ça, c'était une thoracique gauche. Donc, rotation à gauche, et sous corset, les rotations passent à droite, complètement de l'autre côté, alors que je n'ai rien fait dans le plan horizontal. Uniquement plan sagittal
et plan frontal. Mais il faut le faire dans le bon ordre. Sagittal, puis frontal. Le contrôle de la version pelvienne. Donc ça, c'est le premier scanner où on va contrôler la version pelvienne. Là, vous êtes en antéversion pelvienne. C'est souvent le cas pour les enfants vers l'âge de 10 ans. Ils ont souvent une hyperlordose, tout simplement parce qu'on part de la quadrupédie et c'est l'époque où la sphéricité de la tête fémorale se fait. Et c'est à ce moment-là que l'enfant est obligé de couvrir sa tête fémorale pour avoir une tête fémorale bien sphérique. Il ne faut surtout pas corriger, il faut laisser faire la nature, c'est prévu pour. Et après, vers 11 ans, au moment où elle va commencer à grandir, ça va se corriger. Vous avez les mouvements d'anté et de rétroversion. Donc ça, c'est peut-être plus intéressant dans le spondylolisthésis. Voilà. Donc on va avancer. Alors, vous voyez, vous pouvez ajuster la lordose lombaire en position assise avec ces petits plateaux basculants. Il faut que l'enfant apprenne à bien se corriger. Et puis une fois que vous avez géré au niveau lombaire la lordose, à ce moment-là, vous pouvez vous pouvez également gérer la syphose. Donc la syphose, en général, c'est le gros nounours. Vous faites tenir en avant. Ou bien, si vous voulez rester toujours dans le tectospinal, vous pouvez utiliser une barre en bois avec un niveau dessus. Voilà, l'enroulement, un petit peu l'enroulement des membres supérieurs va syphoser la région haute, donc à la fois syphose et lordose lombaire. Et puis, vous avez ici Minmeta qui a créé le side shift avec la translation et un petit peu d'extension. Alors elle le faisait entre chaque cours. Elle disait à l'enfant, à chaque changement de cours, toutes les heures, vous allez faire quelques mouvements pendant 1 ou 2 minutes, en tenant 6-7 secondes, et puis en relâchant et en reprenant 6-16 secondes, du hold relax pendant 2 minutes à l'occasion du changement de cours, avec des résultats qui n'étaient pas du tout mauvais. Moi, je les ai vus. J'étais allé à Londres en 82-83 pour apprendre le plâtre des scolioses infantiles. Et en même temps, elle m'avait montré le side shift. Alors, voilà le niveau en bois qui permet de syphoser. Quand vous êtes dans cette position-là, vous syphosez. Le niveau permet de contrôler au niveau visuel la position, et sur une rachis syphosée, l'enfant va réaliser des bendings. Donc ça, c'est très simple. C'est très simple à faire. Alors là, il va rajouter sur une colonne syphosée, donc il va faire le bending et il va essayer de faire une dérotation en même temps, une dérotation manuelle. Mais c'est pas très très facile parce que ce qui a été reproché à ces mouvements de dérotation fait manuellement, c'est que ça favorise le dos creux en fait. Donc au mieux laisser faire les systèmes automatiques. Déjà, si vous gérez bien le plan frontal et le plan sagittal, il n'y aura pas de problème. Vous aurez la dérotation automatique. Même chose, là plutôt en chaîne cinétique fermée, c'est-à-dire vous avez un point fixe à la partie supérieure. Avec les bras, voilà, il y a le positionnement des bras. Donc dans la concavité, vous faites un peu d'extension. Et puis avec le bras droit de la convexité, vous allez passer de l'autre côté et forcer par l'intermédiaire du grand dorsal, des rotateurs, à faire une sorte de dérotation de la colonne. Mais vous êtes en syphose, vous faites un bending, la dérotation vient automatiquement. Là, vous avez l'exercice du grand porté. Parfait, on est dans les temps, je crois. L'exercice du grand porté en autocorrection axiale active. Donc, si on se résume, vous avez les capteurs, vous êtes sur la pointe des pieds, donc vous avez une sorte d'extension, de translation le long de l'axe vertical. Les capteurs sur le pied et le petit sac de sable sur la tête
vous créez les ajustements du réticulospinal et du vestibulospinal. Et avec les yeux dans le miroir, vous avez en plus le tectospinal. Donc simplement en marchant comme ça, vous n'avez pas le redressement du rubrospinal, mais vous en avez 3. Donc c'est un exercice qui est bien complet et qui se fait bien quand vous êtes en période de total time, quand l'enfant a un corset. C'est intéressant de le faire travailler comme ça parce que vous n'avez pas beaucoup de possibilités de travailler à l'intérieur du corset ou à l'intérieur du plâtre comme ici. Voilà, système réticulospinal, tectospinal, c'est les yeux, et le vestibulospinal, c'est le petit équilibre sur la tête avec les capteurs, les canaux semi-circulaires. Voilà. Alors après, vous faites travailler le rubrospinal avec des déséquilibres un petit peu plus importants, pour essayer de provoquer des réactions réflexes de redressement. Toujours sur le ballon, vous essayez de lordoser un peu, de maintenir la lordose, et puis les membres supérieurs, de syphoser sur la région thoracique avec les membres supérieurs. À ce moment-là, vous lui faites tenir le bâton avec le niveau. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Voilà. Il faut bien qu'elle soit lordosée sur le bas, et puis là, vous syphosez sur la partie haute, et puis vous pouvez la déséquilibrer un petit peu. Elle a un dos qui est très plat, hein, cet enfant. Vous pouvez essayer de la déséquilibrer dans le plan frontal, par exemple. Voilà. Exercice du rubrospinal. Les exercices d'équilibre, là c'est le plateau basculant en position debout. Vous voyez qu'on a commencé par des exercices allongés, des exercices en position assise, des exercices en position debout. On finit en général toujours par la position debout. Et puis les core exercises, les exercices de renforcement musculaire. Voilà. L'exercice de stabilisation. Donc là, vous avez une auto-élongation. C'est la posture un petit peu de l'espagnol. Voilà. Avec des équerres. Alors les équerres sont très utilisés pour la scoliose de l'adulte, mais ça peut être aussi valable pour l'adolescent. Donc avec des exercices d'élongation, d'auto-élongation, hein, c'est la patiente elle-même qui va éloigner les épaules du bassin. Et puis pareil, sur tout ce qui traîne dans votre cabinet de kinésithérapie, vous pouvez l'utiliser pour mettre en déséquilibre. Là, toujours en utilisant les principes de l'intégrité tensionnelle, tensegrity, vous mettez en tension donc toute la deep backline, la chaîne postérieure à 90 degrés. D'ailleurs, entre parenthèses, pour les scolioses, on déconseille toujours de plier sur les genoux. Le genou est toujours un point faible puisque l'asymétrie de tension des ligaments part de la tête et va jusqu'au pied. Donc il ne faut pas, pour ramasser un objet, plier les genoux, sauf si vous avez le troisième point d'appui. Toujours faire à 90 degrés. Et si vous regardez bien, dans les rizières, personne ne travaille en pliant les genoux. Tout le monde est à 90 degrés. De même dans les vignes du Beaujolais qui sont très basses pour tailler, tout le monde est à 90 degrés. C'est la position qui va étirer toute cette deep backline. Et c'est ce qu'on fait dans le Mézières. On étire la deep backline par des équerres à 90 degrés. Et ces équerres à 90 degrés qu'utilise le kinésithérapeute pour augmenter la stabilité axiale. Vous pouvez le faire également dans le plan frontal. C'est pour renforcer toujours dans une position corrigée, mais ça se fait vraiment quand l'enfant a bien l'habitude, dans la position corrigée.
avec le maintien des courbures dans le plan sagittal. En fait, quand il n'y a que 2 plans à gérer, c'est relativement facile pour l'enfant. Voilà. La syphotisation aussi, un petit peu de syphotisation, de lordotisation, et puis toujours ce travail de renforcement statique. Maintenir la position corrigée le plus longtemps possible. Et le dernier stade serait l'intégration au cours de l'activité sportive. Ou tous les gestes de la vie quotidienne, même de l'intégration dans tous les gestes de la vie quotidienne. Donc ça, l'intégration neuromotrice, je le montrais tout à l'heure, j'ai déplacé la poutre, les exercices à la poutre déséquilibrée. Et puis la pratique du sport, donc bien sûr, elle va varier en fonction de l'âge et elle va reprendre toutes les caractéristiques physiologiques, c'est-à-dire pour les petits-enfants, les activités supérieures de la marche, marcher sur le bord du trottoir, enfin tous les jeux que vous avez dans les parcs, grimper, etc. Les exercices d'équilibre, dès qu'ils font du vélo, vers 7 ans, plutôt privilégier ces exercices-là. La natation qui est très bien entre 11 et 13 ans chez les filles, parce que ça va ajuster les tensions. Je vous disais tout à l'heure, la scoliose, une asymétrie de tension des chaînes latérales entre côté droit et côté gauche, convexité, concavité. Donc vous allez assouplir. Par contre, à partir de 15 ans, la natation ne sert plus à rien, puisque vous allez être dans une phase qui va être la phase de masse osseuse. La masse osseuse va doubler entre 14 et 21 ans, qui est la fin de la masse osseuse. Il y a un décalage chez l'Homo sapiens entre la croissance pubertaire, c'est-à-dire que la taille définitive, a lieu bien avant la masse osseuse. Ce qui nous pose des problèmes dans des scolioses à l'âge de 15 ans, parce que c'est le moment de fragilité osseuse maximale. Et pour fixer le calcium sur l'os, eh bien c'est la course, c'est l'impact du talon sur le sol qui va fixer, ça crée un courant piézoélectrique le long de la colonne, et c'est ça qui fixe l'ion calcium Ca++. Et qui va donc durcir l'os. Et quelqueefoi, les enfants qui ne font pas beaucoup de sport, on essaye bien toujours de les stimuler un peu, mais ils ne sont pas tous très volontaires. Mais on va prolonger un petit peu plus le corset parce qu'on suppose qu'il y aura des problèmes de solidité osseuse. Vous voyez, cette courbe de masse osseuse, quand vous êtes à 14 ans, vous êtes au milieu, quand vous avez fini la croissance staturale, vous êtes au milieu de la masse osseuse. C'est pour ça qu'autrefois, il y avait un service militaire. Tout simplement, on faisait marcher les garçons pour qu'ils aient un bon os pour travailler à la campagne, point barre, quelques velléités guerrières de temps en temps, mais c'était pour ça. Et les filles qui restaient à la ferme parce qu'il fallait s'occuper des animaux, elles avaient des sabots en bois pour avoir l'impact axial. Alors vous me direz, oui, mais tout le monde est en Converse actuellement, etc. Oui, mais les sols sont durs. Depuis mai 68, on a supprimé les pavés, on a tout goudronné, et les sols sont en permanence durs. Donc il y a quand même un impact suffisant. C'est pour ça qu'on peut utiliser, en ville au moins, des chaussures qui amortissent. Parce qu'on a des sols qui sont très durs actuellement. Ce n'était pas le cas autrefois, quand on avait du gore sur les quais de la Saône, sur les quais du Rhône. Et tout ça parce que par rapport à la marche, le Néandertal était capable de marcher, de se déplacer. Mais vous voyez la différence des métacarpiens. À gauche, vous avez l'épaisseur de la corticale pour le Néandertal et vous avez pour le Sapiens à droite, tout simplement parce que quand vous allez marcher beaucoup et surtout courir, vous consommez énormément d'énergie. L'énergie, c'est la moelle, c'est le sang qui est dans la moelle. Et donc la corticale va s'amincir. On a des os qui sont intermédiaires entre ceux des oiseaux et ceux des vertébrés quadrupèdes. Et c'est cet impact axial, la nature est bien faite, parce que sinon l'Homo sapiens n'aurait pas pu résister. Le fait d'être en position verticale, donc vous avez une transmission d'énergie mécanique du talon sur le sol au niveau de la colonne, ce courant piézoélectrique, et qui va fixer davantage le calcium au niveau de la corticale. On a des trabécules qui sont beaucoup plus solides que les quadrupèdes. Et donc retenez bien, 14-15 ans, c'est le maximum de fragilité osseuse, et bien expliquer à l'enfance
ce phénomène de masse osseuse. Vous voyez, la fixation du calcium, c'est l'impact axial du talon sur le sol, avec tous les travaux de l'IRM, enfin je vous passe le détail, qui est ce courant piézoélectrique qui va stimuler les ostéoblastes et donc durcir l'os. Donc à partir de 14-15 ans, chaîne spirale. Alors oui, il y a quand même un petit inconvénient à l'impact, c'est que si vous n'associez pas les chaînes spirales, la dissociation des ceintures, ce sera toujours la même partie du disque intervertébral lombaire qui va supporter les contraintes. C'est pareil pour la lombalgie, pour tout. Hein. Je vous fais avec les déviations vertébrales, mais dans tout ce que je vous dis, vous pouvez l'utiliser également pour le dégénératif. Donc, il faut que au niveau du disque, les contraintes soient réparties sur l'ensemble du disque. Donc, il faut bien exagérer le mouvement de dissociation des ceintures. Marche nordique, parfait, etc. Sur le tapis roulant, il suffit simplement d'exagérer la dissociation des ceintures, pour pas que ce soit la même partie du disque. Et bien sûr, contre-indiquer les portées. C'est uniquement français, hein, c'est franco-français. Les gamines de 14 ans, 15 ans, on leur fait faire des pyramides au moment où l'os est le plus fragile. Je pense que dans les STAPS, ils n'ont pas beaucoup de notions de physiologie de la colonne. Alors, les recommandations au niveau international. Donc, les traitements alternatifs, ce qu'on disait tout à l'heure, Pilates, etc., ne sont pas vraiment contre-indiqués, mais ils ne sont pas validés. Donc, on ne sait pas si ça va avoir des effets positifs. Ou bien il faut qu'il y ait des adaptations. Il faudrait que les formateurs aient quelques notions, là encore, de scoliose et qu'ils soient demandeurs, hein, parce que c'est quand même anormal que ce soit qu'aux États-Unis où on adapte ces techniques. Joseph Pilate était américain, bien sûr, mais ça pourrait être fait en France, disons. Les guidelines pour l'activité, pour les activités, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sur les activités sportives, bon, ça ne va pas nous apporter grand-chose. Donc, je vous ai choisi un cas. En général, dans les trainings, j'en présente au moins deux. Mais c'est le plus caractéristique, c'est la scoliose lombaire qui va évoluer à l'âge adulte avec un début de dislocation rotatoire. Vous voyez qu'entre la vertèbre blanche L4 et la vertèbre bleue L3, vous avez une rupture de rotation. En général, c'est le disque qui va se tasser. Et puis, dans la scoliose, vous avez toujours dans la concavité une articulaire qui est bloquée. Hein, l'articulaire concave est impactée. Donc, automatiquement, quand le disque va se tasser, eh bien, la colonne va tourner, ce qu'on appelle la dislocation rotatoire. Et la rotation étant le mouvement couplé avec le tassement vertébral. Donc, sur les scolioses de l'adulte, vous avez... Ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'avez pas de corrélation entre la douleur et l'évolutivité de la scoliose. Contrairement à ce que pensent les patients, il n'y a pas du tout de relation. Vous avez des scolioses qui restent parfaitement stables et qui vont être douloureuses, et d'autres qui évoluent sans aucune douleur. Donc ne pas se fier à la douleur. Alors pour ce qui est des techniques antalgiques, de kinésithérapie, il y a quelques petites adaptations qui sont assez faciles à réaliser. On verra sur cet exemple plutôt vers quoi il faut s'orienter. Au niveau des corsets, jusqu'à présent, on avait la semaine dernière à Lyon le congrès ISPO qui regroupe tous les orthoprothésistes de la France. Et l'équipe de Paris a présenté les corsets, mais alors c'est 3 à 4 plâtres avant de réaliser un corset en polyéthylène. C'est vraiment la galère et j'ai l'impression que ça n'a pas changé beaucoup depuis 50 ans. Actuellement, nous, ce que l'on fait, on utilise une variante du corset que vous avez vu, Half Brace pour les enfants, variante en ce sens que les adultes ont presque toujours des syphoses, donc on n'est pas obligé de remonter aussi haut. On utilise un polyamide de 3 mm au lieu de 4 mm
donc c'est beaucoup plus léger, beaucoup mieux toléré. Ça s'ouvre par en avant, donc c'est très pratique pour les adultes. Et surtout, ce sont des corsets correcteurs, parce qu'on réalise la capture comme on le ferait pour un enfant, c'est-à-dire qu'on va corriger à l'intérieur du corset, ce qui n'est pas le cas. On ne peut pas faire ça avec les corsets en polyéthylène. Donc, toute une autre technologie. Alors, vous voyez que le positionnement des patients, c'est pratiquement toujours ces chaînes à 90 degrés, de manière à mettre en tension toute la chaîne postérieure, la deep backline. Un petit coussin au niveau lombaire ou pas. Il vaut mieux pas d'ailleurs, parce que la caractéristique de la scoliose de l'adulte, c'est la perte de la lordose. Les patientes vont perdre la lordose, et donc c'est important de les lordoser, un peu comme on a vu pour les enfants. Bon, la syphose, il n'y a pas de dos plat chez les adultes, hein, il y a une hypersyphose. Alors ici vous avez l'exercice, merci, l'exercice donc de renforcement du psoas concave, donc toujours en lordose, et vous voyez l'étirement du psoas avec la mise en rotation interne, puisque le psoas est rotateur externe, donc la mise en rotation interne de la hanche, et vous voyez que le kinésithérapeute va tirer, va étendre voilà. Renforcement du psoas. Alors avec le tabouret, là vous pouvez utiliser un point fixe, mais c'est un peu le même principe que tout à l'heure, toujours en rotation interne et avec donc une extension. La lordose ne pose pas de problème. En fait, il a placé le coussin pour éviter d'accentuer la lordose par la contraction du psoas. L'extension du grand dorsal au niveau concave, toujours le même type d'exercice, mais là on va utiliser les membres supérieurs du côté de la concavité. Dans le miroir, il faut faire attention parce que c'est inversé, mais là vous avez la concavité, vous allez tirer en même temps le carré des lombes d'ailleurs. Et le mouvement actif, souvent vous utilisez le grand dorsal, et vous voyez qu'il demande un petit peu d'extension cervicale pour recréer une lordose cervicale. Alors, cette position-là est plus intéressante parce que vous contrôlez mieux, sur la position du cavalier, vous contrôlez mieux la lordose lombaire. Et le bâton est moins intéressant que chez l'enfant, mais il permet quand même, par l'extension, de prolonger un petit peu l'extension du grand dorsal et des membres supérieurs pour corriger. Souvent, on corrige une hypersyphose, au contraire. Et vous voyez, donc l'exercice, ce qu'on appelle l'exercice pendulaire, c'est-à-dire qu'on va passer d'une flexion à une extension de hanche, toujours avec cet allongement axial actif, cet étirement axial actif. Alors, l'intérêt toujours du niveau, hein, dans le bâton niveau, là, vous avez un petit niveau à bulle qui permet aux patients de bien contrôler l'horizontale. Bien penser que dans la scoliose, vous avez un défaut de représentation corticale de l'horizontale, etc. Et donc, il faut essayer au niveau cortical de réintégrer, un petit peu comme l'enfant qui est en hypersyphose. Pour lui, la position normale, c'est le dos voûté. C'est un peu pareil dans la scoliose. Il y a des déséquilibres qui sont interprétés par les capteurs de position. On a vu tout à l'heure, ces capteurs vont être interprétés dans une mauvaise position. Voilà. Donc là, toujours d'une position, on est au niveau de la gibbosité, hein, c'est une lombaire droite. On demande, tout en maintenant la lordose, une élongation axiale active. Bien penser que chez l'adulte, les disques sont tassés, hein,
Donc l'auto-élongation axiale active est un élément fondamental parce que du fait du tassement, tout est bloqué, vous n'avez plus de mobilité. Donc si vous voulez récupérer un peu de mobilité pour pouvoir travailler, l'enfant c'est différent, il n'y a pas de tassement, vous avez la mobilité. Chez l'adulte, vous n'avez pas la mobilité. Vous l'aurez que si vous êtes en auto-élongation axiale active. Et puis vous allez demander à la patiente de corriger un espèce de shift, de corriger sa courbure lombaire. Renforcement des adducteurs, c'est toujours à peu près pareil, hein. Auto-élongation, plutôt correction de la syphose, et là vous allez mettre en tension toute la chaîne postérieure. Il y a une mise en tension de toute la chaîne postérieure en élongation, ce qui va vous permettre après de travailler en inflexion et éventuellement en dérotation qui viendra tout seul, hein, chez l'adulte aussi, hein, ça vient tout seul. Voilà, un petit mouvement de dérotation. Donc chez l'adulte, par contre, je vous ai dit, chez l'enfant, si vous appuyez sur la gibbosité, si vous faites un mouvement de dérotation au niveau thoracique, vous allez accentuer le dos plat. Chez l'adulte, on n'a pas du tout ce problème-là. Cette patiente avait une courbure lombaire, hein, mais quand on a des courbures thoraciques et thoracolombaires, que vous les avez en rééducation, en général, elles sont associées à une hypersyphose. Donc vous pouvez très très bien faire des dérotations et ça corrigera même l'hypersyphose. Voilà, horizontalisation, donc toujours un peu en auto-élongation axiale active, et donc vous allez faire des mouvements de dérotation. Voilà. Et elle va renforcer toujours, même principe, hein, renforcement des muscles concaves en hold relax, c'est à peu près pareil. Hein. Voilà. Décoaptation, dérotation, hein, vous avez des variantes du même principe biomécanique, hein, c'est une scoliose lombaire droite, vous voyez bien la gibbosité, avec cette dérotation manuelle, cet assouplissement manuel en dérotation. Et pour les courbures lombaires, là aussi, vous pouvez appuyer sur la gibbosité puisqu'on cherche à relordoser. Donc aucun problème pour faire des relordoses, pour ajouter une dérotation. Vous voyez que là, il soulève quasiment le patient, exactement ce que l'on fait avec le corset. Souvent, j'appelle ces corsets en sablier, parce que le premier scanner est en auto-élongation maximale, et c'est ce qui va permettre de faire la dérotation. Voilà. Translation axiale en lordose, donc la patiente, donc l'exercice avec les mains sur les hanches, hein, donc qui lui permet de s'étirer. Donc dans le plan de profil, vous voyez que c'est lordosé, et on va donc lui demander un shift, une translation. Voilà, sur cette colonne, positionnée en lordose. Pour ce qui est de la lordose, c'est encore plus que chez l'enfant, quoi. Et on dit souvent que le pronostic de la scoliose à l'âge adulte dépend du plan sagittal, mais surtout de la lordose. Et beaucoup de corsets, actuellement c'est un peu corrigé, mais par exemple le Boston au départ était un corset qui était fait en délordose. Et donc ça, c'est pas bon du tout. Voilà. Alors, dans cette position, vous pouvez faire également des espèces de mobilisation un peu de toutes les petites articulations des membres inférieurs. En fait, vous étirez un petit peu les capsules articulaires au niveau des vertèbres lombaires et de la base du thorax, et ce fascia thoracolombaire dont on parlait tout à l'heure. Donc vous faites des thérapeutiques, des traitements myofasciaux en essayant de redonner de la souplesse à ce fascia.
Alors, vous pouvez également utiliser le wall bar, l'espalier, avec, donc à la différence du Schrott, toujours la tête dans l'axe de gravité, hein, pas de tête désaxée par rapport à la ligne de gravité. Donc ça permet à la patiente donc, de décoapter les vertèbres, et vous allez lui demander un mouvement de shift, de translation, hein, même principe que ce que l'on a vu tout à l'heure. Alors évidemment avec des amplitudes beaucoup moins importantes chez l'adulte, mais quelquefois on a des bonnes surprises. Alors évidemment j'ai des patientes professeurs de danse, donc là il n'y a pas de problème, la souplesse ils l'ont, mais même si vous entretenez bien comment dirais-je, l'activité, la souplesse, la musculature, par la pratique régulière d'activités sportives à l'âge adulte. D'une part, je suis persuadé que ça limitera l'évolution de la scoliose. En gros, évidemment, sur la radio, vous voyez l'os, vous voyez la déviation osseuse. Mais le plus important, c'est ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire les tissus mous, les fascias, les muscles. C'est ça qui est le plus important. Donc vous avez l'exercice toujours wall bar avec à 90 degrés, en équerre à 90 degrés. Et là, donc, vous voyez ce mouvement vraiment de dérotation qui va dans le sens de la lordose. Donc aucun problème pour travailler dans cette position-là. En général, les membres inférieurs tendus, et puis plutôt en rotation interne du fait de toujours de cet iliopsoas qui vous met les pieds en rotation externe. Donc même souvent, Jean-Noël Voutet, que vous voyez là, qui était mon kinésithérapeute, mettait une petite balle entre les genoux, pour favoriser un petit peu la rotation interne et mettre en tension le psoas. Donc l'exercice du patinage de vitesse. Donc là, par contre, on fléchit un tout petit peu les genoux avec une lordose, toujours en maintenant bien la lordose, et on utilise le bras de levier des membres supérieurs pour corriger une éventuelle hypersyphose. Les patients sont souvent en hypersyphose. Vous voyez le positionnement. Voilà. Donc c'était les exercices que je voulais vous montrer. Oui, ça vous fait une séance. Vous avez les principes, hein, et en utilisant ça, vous pouvez obtenir très rapidement l'antalgie. Mais le plus important, c'est que le patient continue une activité physique. Il faut essayer de le convaincre d'entretenir sa musculature. Donc, ce qu'il faut retenir, donc, seule méthode validée et certifiée, méthode lyonnaise, et de plus en plus, je veux dire, c'est un argument pour pratiquer une méthode plutôt qu'une autre. Hein. Encore une fois, rééducation posturale globale, c'est vrai, vous avez vu, la posture est importante, hein. C'est même la base de la méthode lyonnaise, tout le système postural extra-pyramidal, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a les positions correctrices, il n'y a pas que la posture. Donc le RPG qu'on vous apprend peut-être, je ne sais pas exactement ce qu'on vous a appris comme méthode, mais c'est très bien dans le dégénératif. Dans la scoliose, c'est insuffisant. Et donc utilisez plutôt une méthode validée et certifiée. La déformation plastique avec le plâtre ou le total time, vous avez compris que tous les fascias, c'est un élément fondamental. Il faut essayer de resymétriser entre le côté droit et le côté gauche. Le système réticulospinal, enfin les 4 éléments, hein, le réticulospinal qui est vraiment
le soutien dans la statique, le vestibulo-spinal dès qu'on introduit un petit déséquilibre, et puis le rubro-spinal avec le redressement, et le tectospinal qui fait intervenir les yeux et le rachis cervical et les membres supérieurs. D'ailleurs, le redressement fait intervenir également le rubro-spinal et les membres supérieurs. L'auto-élongation axiale active, un triple A, c'est auto-élongation axiale active. Encore une fois, je ne vous fais pas toute la biomécanique de la colonne, mais vous n'avez pas de dérotation si vous n'avez pas une translation le long de l'axe vertical. Le grand porté, donc qui cumule l'auto-élongation axiale active et les 3 des 4 systèmes extrapyramidaux. Et puis cette particularité pour certaines scolioses lombaires avec un déséquilibre, un tilt de L4, travailler plutôt sur les ligaments iliolombaires plutôt que sur la courbure lombaire. On considère que dans ces cas-là, la courbure lombaire est une compensation de la symétrie de tension. Oui. Le rubrospinal, membre supérieur, c'est le redressement, parce que vous redressez avec les membres supérieurs. Donc quand vous êtes sur le ballon de Klein-Fogelbach, si vous déséquilibrez, vous allez avoir un mouvement des membres supérieurs, et là vous savez que vous êtes dans le rubrospinal.